Pour cette petite table ronde, on a invité 4 de nos chercheurs. Si je commence à ma gauche, Julien Nègre, qui est un professeur d'anglais, qui étudie la littérature américaine et spécialiste d'un auteur que vous devriez tous lire, Walden, Stroll. C'est vraiment un livre excellent. Gwyneth Ingram qui s'occupe de petites plantes, d'arabettes et de pétunias, qui dirige le laboratoire de biologie végétale. Sophie Hatt, donc, qui est économiste, mais qui travaille aussi sur la violence, etc. Et puis Benjamin Huard, qui fait de la mécanique quantique au labo de physique, qui traite donc des tout petits objets avec des très grosses machines. Voilà. Je sais pas, comme première question, je ne sais pas pourquoi êtes-vous devenu chercheur, enseignant-chercheur? Qu'est-ce qui vous a motivé pour ces professions surprenantes dans lesquelles vous allez, beaucoup d'entre vous, finir? Celui qui veut. Bon, c'est moi qui commence. Écoutez, c'est pas quelque chose qu'on décide à la naissance, effectivement, ni même au collège ni au lycée. Moi, j'ai eu la chance de passer par une ENS comme vous allez le faire. Et c'est effectivement quelque chose qui se construit petit à petit dans mon cas, c'est-à-dire la rencontre surtout avec des enseignants-chercheurs qui étaient chercheurs eux-mêmes et qui petit à petit nous ont fait découvrir des objets d'études, des textes, et ce qui a nourri petit à petit l'envie de poursuivre ces questionnements-là, quoi. On continue dans ce sens-là. Dans un ordre quelconque. Hein. Moi, je crois que c'était inné, justement. J'ai toujours voulu faire ça. Je n'étais pas convaincue de la biologie. À un moment donné, c'était la physique, mais je suis finie biologiste. Je suis terminée biologiste. Et je trouvais toujours que c'était intéressant de savoir comment les choses marchaient. J'étais la personne qui disséquait des guêpes, Voilà, donc voilà, moi ça m'a toujours fascinée et c'est pour ça que je suis devenue chercheuse. Alors pour moi c'était pas inné, alors je pense que en fait on devient enseignant-chercheur d'abord en faisant une thèse. Et je pense que très souvent, on fait une thèse quand c'est pas inné. À minima, on fait une thèse parce qu'on a envie de continuer à apprendre et à étudier. Donc je pense que c'est un peu notre cas à tous. Et puis, après, ce qui est d'ailleurs pas nécessairement la bonne raison pour faire ce métier, c'est vrai qu'on apprend beaucoup et que ce métier est passionnant, mais ce que l'on découvre aussi, c'est que c'est un métier qui demande un certain nombre de qualités assez intéressantes, je crois. Dans mon cas, en économie, en sciences sociales de manière plus générale, ce qui m'a parlé assez rapidement, c'est qu'il fallait finalement être à la fois très rigoureux et très créatif. Voilà, donc je crois que c'est ce qui m'a attirée vers ce métier, en plus des rencontres déterminantes que j'ai pu faire. Ouais, moi je pense, je rejoins un petit peu ces propos. Donc, moi j'ai toujours aimé les maths et la physique, disons. Et donc je ne savais pas très bien si je voulais faire de la recherche ou autre chose, mais enfin, donc j'ai eu la chance aussi de faire une école normale supérieure. Et je pense que le contact de la recherche assez tôt m'a vraiment donné le goût pour ça. Et puis la thèse, en effet, a été absolument déterminante. Donc, je pense que le côté de la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement attirant dans ce métier. Et la liberté de choisir ses sujets d'études. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a convaincu de continuer là-dedans. Bon, si je peux donner ma position aussi, moi j'ai plutôt du côté de l'inné, quoi, aussi. Je sais pas, j'ai une famille où très très loin de l'université, des études supérieures, mais quand j'étais petit, j'ai trouvé que le professeur Tournesol était mon idéal d'homme. Je tenais absolument à lui ressembler, et je pensais que construire des fusées, enfin je savais pas très bien ce que c'était, mais la physique me paraissait la chose la plus extraordinaire au monde, enfin, dans les océans, le requin, tout ça, c'est ça que je voulais faire. Hein. Voilà. Bon, et puis, dans l'école, on dit tout le temps qu'on fait la formation par la recherche.
Donc, je ne sais pas, vous pouvez dire quelques mots aussi, votre expérience sur ce sujet-là, comment vous interagissez avec les étudiants, à quel moment et quelles sont les spécificités de l'école peut-être sur ces aspects de formation par la recherche. Enfin, vas-y. Moi, je trouve que c'est une chance parfaite de travailler dans un endroit où on a des étudiants de haute qualité. Et je pense que la formation par la recherche, c'est quelque chose qui me tient vraiment au cœur. Enfin, j'adore avoir des étudiants, des M1, des M2, des TESA. J'aime bien transmettre ma passion. Et j'aime bien leur apprendre à être critique. Donc, la première chose que je dis aux étudiants quand ils rentrent dans mon équipe, c'est moi, je veux que tu me dis quand je dis des bêtises. Et parce que je pense que c'est très important qu'il y ait un dialogue, il y a une ouverture d'esprit, on s'écoute entre chercheurs et étudiantes et que ça se développe très tôt dans la carrière. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi. Alors peut-être pour compléter, donc oui, je suis d'accord, c'est une grande chance pour nous, c'est surtout une grande chance pour vous, je crois. Et en fait, ça va se matérialiser par le fait, alors enfin, nous en tout cas en économie, mais je suppose que c'est le cas aussi dans les autres départements, par le fait que très rapidement, donc en pré-master, pendant vos cours de première année, on va vous accompagner dans des démarches de recherche et on va, de différentes manières, en fait, vous donner l'opportunité de vous mettre dans les chaussures à la place d'un chercheur. Et c'est une démarche qui est extrêmement intéressante parce que, encore une fois, ça va solliciter votre esprit critique, ça va vous demander d'adopter une démarche de raisonnement rigoureuse. Voilà. Et ça, c'est utile, évidemment, quand on veut devenir enseignant-chercheur, mais aussi quand on veut faire tout un tas d'autres choses par la suite. Oui, je crois qu'en effet, vous allez avoir la chance en effet d'être assez rapidement confronté aux limites de notre connaissance. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est assez différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. On va très vite taper sur la frontière des connaissances là, et donc ça c'est quelque chose de très séduisant. Donc vous allez voir que finalement vos enseignants vont être aussi des gens qui font de la recherche et qui ont cet état d'esprit d'essayer qu'on espère communicatif, de découvrir, d'essayer de pousser un petit peu justement ces limites. Et donc, pour la physique en tout cas, ça se manifeste aussi par un rapport assez rapide avec les laboratoires. Dès la L3, vous allez pouvoir faire des projets expérimentaux à l'intérieur du laboratoire de physique, où vous allez vraiment voir en direct comment la recherche se fait au quotidien. Et donc je pense que, et puis bon, ça va continuer avec des stages évidemment, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous allez, c'est un état d'esprit, disons, de la méthode scientifique qui va ensuite pouvoir guider un petit peu la manière dont on fonctionne. C'est vraiment quelque chose de formidable à découvrir sous cette forme. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez, c'était la notion de structuration, de rigueur et de méthodologie, effectivement, parce que dans la discipline littéraire, c'est très clair, mais je pense que c'est pareil pour vous aussi dans vos autres disciplines. Il y a souvent un objet au départ pour lequel on a un goût particulier, ça peut être un texte littéraire, un auteur, une idée, une période, et ce goût-là, ça ne suffit pas à faire la recherche en soi, et donc il faut structurer cette approche-là. Et donc ce qui est intéressant dans la formation par la recherche, c'est justement de voir comment des chercheurs travaillent sur des objets, comment est-ce qu'aussi ils dialoguent avec d'autres chercheurs qui ont écrit d'autres choses avant, dans d'autres pays, avec d'autres méthodes. Et ça peut être le départ d'un questionnement qui du coup est structuré. Donc souvent on a des étudiants à l'ENS qui arrivent avec une appétence particulière pour tel auteur, telle période, tel type de poésie, etc. Et c'est justement au fil de leur enseignement des premières années de formation ici que ça se structure et ça peut conduire à l'envie de poursuivre ça de manière structurée dans un travail de recherche derrière. Donc, voilà. À l'inverse, il y a aussi ceux qui n'ont pas du tout de goût particulier au départ. Ça arrive parce qu'on a quand même des élèves qui sont très polyvalents, qui sont très forts dans les disciplines littéraires, par exemple, en philo, en histoire, en littérature, en latin, etc. Et qui donc aiment un petit peu tout.
Et là aussi, ça peut marcher comme ça, c'est-à-dire que c'est en voyant comment tel chercheur, tel enseignant travaille sur un objet extrêmement précis, un texte, une approche, que ça peut donner envie de poursuivre cette méthodologie-là, et que donc finalement, dans tout ce vaste champ de choses qui vous passionnent et qui vous font vibrer, il y a quelque chose qui finit par se dégager, pas forcément la première année, mais au fil du temps, et ça c'est intéressant aussi. Dans la scolarité du normalien, on va aussi vous demander de faire des stages à l'étranger. Donc il y a toute une dimension internationale. Je ne sais pas, vous pouvez commenter un peu sur la dimension internationale de la recherche pour chacun d'entre vous et de votre propre trajectoire, j'imagine. Oui, c'est... En fait, ça me semble tellement évident que je ne sais pas par où commencer. Mais donc, évidemment, vous allez être, j'imagine que ça vous a déjà été expliqué, vous allez être, vous allez avoir un certain nombre d'opportunités donc de séjour à l'étranger, et en fait, on vous demande de le faire parce que c'est une composante absolument essentielle de notre travail. C'est comme ça que l'on enrichit aussi ses connaisses. Aujourd'hui, la recherche dans, je pense, tous les domaines, dans le mien c'est certain, ça se fait à l'international. Ça veut dire qu'on construit des projets de recherche avec des co-auteurs qui sont dans des universités étrangères. Ça veut dire qu'on va présenter nos travaux dans plein d'endroits dans le monde. Ça veut dire que tout ce qui est produit par les chercheurs aujourd'hui, c'est lu pas seulement de manière très locale, mais on l'espère par la communauté internationale. Donc c'est vrai que ça paraît extrêmement important de vous transmettre ça aussi et de tout de suite vous mettre dans le bain de l'international. Oui, en effet, oui, donc la recherche est devenue en fait tellement spécialisée que les gens qui vont s'intéresser assez rapidement aux mêmes questions que vous, en fait, ils se trouvent pas nécessairement à côté. Ils sont un peu partout dans le monde, et donc en effet, la collaboration internationale est absolument clé en recherche. Donc en effet, oui, vous allez être très, très vite confronté à... Tes collaborateurs sont où, par exemple ? Moi, j'ai des collaborateurs au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Japon, beaucoup en Europe, dans différents pays. Mais, oui, beaucoup de collaborations internationales. Ouais. Donc voilà. Donc en effet, vous aurez des stages à l'étranger assez facilement et qui sont très enrichissants. Ouais, je veux dire, l'école est bien connue à l'étranger. Je sais par exemple, moi je dirigeais le labo de sciences de la Terre. Je sais quand je prenais mon téléphone pour appeler n'importe quel collègue à Yale, MIT, Oxford, au Japon, en disant j'ai un élève qui voudrait passer 3 mois, j'ai toujours immédiatement j'ai eu oui, quoi. Hein, voilà. Les gens savent à l'échelle internationale la qualité de nos formations et de nos recrutements. Julien ? Non, j'allais ajouter le fait que justement notre école elle est très visible à l'international et comme l'école est à taille humaine, nous, équipe pédagogique, on a le temps de prendre en charge en fait vos parcours, de vous accompagner et justement de passer ces coups de fil qui permettent de créer des super opportunités pour vous. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez trouver à l'ENS de Lyon et qu'on ne trouvera pas partout, loin de là. Oui, c'est évident ce que je vais dire, mais c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe, parce que concrètement, la dimension internationale, pour nous, elle se voit dans les notes de bas de page des articles qu'on écrit, mais ces références biblio, en fait, il y a des gens derrière, et c'est intéressant de voir comment ils travaillent dans les labos, quel matériel, comment est-ce qu'ils se réunissent, comment est-ce qu'ils discutent entre eux, à quoi ressemblent les campus, etc. Parce que c'est aussi là qu'il y a des idées qui naissent et des interactions importantes qui ont lieu, donc voilà, à l'ENS, c'est extrêmement intéressant, mais c'est bien aussi d'aller voir comment ça se passe ailleurs, parce qu'il y a des habitudes différentes. Je ne vais pas répéter la même chose, je pense. Moi, je ne suis pas française d'origine, comme vous pouvez entendre. Je suis en fait écossaise et voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la Grande-Bretagne et la France pendant ma carrière. Mais je pense que c'est vraiment intéressant en tant que scientifique
comme vous dites, c'est de savoir. Oui, bien sûr que les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes sujets que toi, ils vont être à l'étranger. C'est intéressant d'interagir avec eux, mais aussi de voir comment les laboratoires marchent, comment le système académique marche dans les autres pays, parce que c'est très différent. Et c'est parfois très surprenant, mais c'est fascinant aussi. Et ça permet aussi de voir ce qu'on a chez soi et comment ça peut être amélioré, mais surtout d'apprécier les choses qui sont uniques. Donc, voilà. Il y a aussi, pour vous, une force dimension humaine. Enfin, d'avoir des amis sur le reste de la planète. Enfin, un de mes meilleurs amis est à Yale, où j'ai passé du temps. J'ai des amis en Inde. C'est quand même assez extraordinaire aussi de partager la découverte d'une autre culture et d'autres collègues, en dehors même des questions proprement disciplinaires. Je crois qu'On me dit que j'ai encore un instant. Alors, je vais en profiter pour que Julien parle un peu de son auteur préféré. parce que je trouve que tout le monde devrait lire Walden. Tout le monde devrait partir dans la forêt, absolument. Écoutez, oui, c'est un auteur fabuleux du 19e siècle américain qui s'appelle Henry David Thoreau et qui a écrit Walden. Donc voilà, lisez Walden, ça fait un peu peur, mais c'est surtout la conclusion qui est bien et qui vous invite à beaucoup d'autonomie intellectuelle et à découvrir vos propres chemins. Donc voilà, c'est parfait pour la réunion d'aujourd'hui. Oui. Je m'en tiendrai là. Oui, et puis il y a toute une dimension écologique dans le document, et même des réflexions d'économie. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. C'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est un objet un peu étrange, mais assez fascinant à lire. Donc profitez-en. Voilà, merci à tous les quatre d'être venus.